Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de m'accueillir dans vos locaux universitaires. Je suis juriste à l'INRA, donc à l'Institut national de la recherche agronomique. Nous sommes basés à Paris. Et je suis juriste au sein de la direction des affaires juridiques, qui est une jeune direction à l'INRA, qui a quelques mois. Et je suis particulièrement en charge des questions relatives aux données. Donc mon sujet aujourd'hui, c'est l'évolution normative concernant la diffusion des données de la recherche. Sachant que c'est un sujet très transversal qui implique à la fois le droit, mais aussi la technique, un petit peu tout ce qu'on a dit en introduction. Alors, comment aborder le sujet ? Je vais d'abord vous proposer une courte introduction avant d'entamer un premier point qui sera la définition des données de la recherche. Alors excusez-moi par avance si c'est un petit peu redondant avec ce que vous avez déjà eu comme intervention précédemment, mais ça sera relativement court. Ensuite je passerai à l'évolution normative dans le domaine, ensuite aux questions de diffusion. Et enfin j'ai prévu un point un petit peu pratique afin d'aborder avec vous sur le terrain comment je fais chercheur, comment j'interagis avec mes services, comment je me débrouille un petit peu avec cette inflation réglementaire qui arrive de toutes parts. Et je conclurai par les perspectives. Donc en introduction, vous avez tous remarqué, ou vos services d'appui vous ont fait remarquer qu'il y avait une incroyable inflation réglementaire depuis plusieurs années. L'impulsion est européenne généralement, et en France on transpose, on intègre dans notre système juridique de manière plus ou moins poussée ces réglementations européennes. On constate également l'apparition d'un nouveau modèle économique autour de la recherche, et en particulier à l'égard de l'objet donné et du processus de publication qui lui est souvent associé. Et bien sûr, on est dans un contexte de science ouverte. Vous avez dû entendre parler de l'open data. Alors l'open data, c'est vraiment le volet global qui concerne la donnée publique, l'ouverture de la donnée publique, qu'elle soit produite par la recherche ou par les administrations. Donc il y a le volet administratif et il y a le volet recherche. Et les données de la recherche, c'est encore une espèce de sous-catégorie de l'open data. Et l'open research data. Donc en premier lieu, les données de la recherche. Selon les disciplines, les données de la recherche recouvrent plusieurs réalités. À l'INRA, par exemple, nous avons des départements des économistes, on a des spécialistes de la nutrition, on a des vétérinaires, on a des spécialistes de l'agronomie. Donc une donnée de la recherche, pour nos collègues chercheurs, n'a pas forcément le même sens. Donc ça recouvre plusieurs réalités, mais le dénominateur commun, c'est que les données de la recherche sont perçues comme la source du travail de recherche. En général, il vaut mieux que ce soit une source de référence, une source validée, mais c'est la première brique en fait, du travail de recherche. Alors vous allez me demander s'il y a une définition précise. À ma connaissance, le premier organisme à avoir vraiment défini ce qu'était une donnée de recherche, c'est l'OCDE, donc qui l'a défini comme étant des enregistrements factuels, des chiffres, des textes, des images, des sons, qui sont utilisés comme source principale pour la recherche scientifique et qui sont généralement reconnus par la communauté scientifique comme nécessaires pour valider des résultats de recherche. Donc ça, c'était en 2007, et c'était dans un document que vous pourrez normalement retrouver sur Internet, qui s'appelle « Principes et lignes directrices de l'OCDE pour l'accès aux données de la recherche financée sur fonds publics ». Aujourd'hui, en 2018, eh bien, lorsque Frédérique Vidal a lancé le plan national pour la science ouverte, donc le MESRI, c'est l'acronyme du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Mais en fait, la définition qui était proposée dans les documents accompagnant le lancement de ce plan, les termes ne sont pas très différents finalement. Le MESRI nous parle d'enregistrement factuel, chiffres, textes, images, sons, vidéos, utilisés comme source primaire, au lieu de principale, pour la recherche et qui sont habituellement acceptés par la communauté scientifique comme étant nécessaires pour valider les résultats de la recherche. Donc il y a un consensus assez global sur le statut de la donnée de la recherche, au moins comment la définir. Alors j'ai trouvé intéressant de vous reproduire ici une synthèse qui apparaît dans un rapport du CNRS. C'est un tableau en fait, je ne sais pas si c'est très lisible. D'un côté, ce que la donnée de la recherche est et ce qu'elle n'est pas.
Donc la donnée de recherche est une donnée produite dans un processus de recherche. Ces données sont souvent produites par masse. Cette donnée peut être réutilisée sous condition de ne pas être protégée par un droit spécifique ou une réglementation particulière. Donc ce sont les fameuses exceptions à l'ouverture des données publiques lorsqu'elles sont produites ou reçues par un établissement public. Mais la donnée de la recherche est justement une sous-catégorie, donc elle est concernée. C'est une donnée qui peut être financée par des fonds publics, parfois pas. Et c'est une donnée surtout qui est numérique, donc qui est enregistrée sous un format numérique. Et ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'on nous dit surtout, on nous donne une définition négative, c'est-à-dire ce que la donnée de la recherche n'est pas. Alors c'est pas un argumentaire, c'est ni une théorie qui s'appuie sur la donnée, donc c'est pas le résultat du traitement, de l'analyse que vous allez faire de cette donnée. Ce n'est pas l'analyse des données de la recherche, ce ne sont pas les enregistrements autour du travail de recherche, notamment les cahiers de cahiers de laboratoire, les analyses préliminaires, les projets, les rapports de recherche. Donc il y a une tentative d'isoler vraiment ce qu'est la donnée de la recherche pour comprendre ensuite son régime et comprendre comment l'utiliser au mieux et surtout rentrer un petit peu dans ce nouveau cadre d'open science. Alors je vais passer maintenant à l'évolution normative qui concerne les données de la recherche. J'espère que vous ne serez pas impressionnés, je suis désolée, mais c'est vrai que les juristes, on aime beaucoup normer, cadrer, donc il y a un petit peu de contenu. Donc en fait, en 1982, il y a une loi qu'on appelle une loi de programmation et d'orientation pour la recherche qui a commencé un petit peu à poser les bases de la valorisation de la recherche publique. Ensuite, la loi Lang en 1999 est venue un peu carrément même appuyer cet objectif. La loi Walter, qui elle, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, les normes viennent souvent de l'Europe. Donc la loi Walter, elle est venue intégrer dans le droit français une directive européenne qui est très souvent réformée, qui s'appelle la directive sur les informations du secteur public. Et ensuite, la loi pour une république numérique en 2016. Donc voilà, la loi de 1982 qui commence à lancer l'idée de la valorisation, la loi Lang qui permet la création des services de valorisation dans les établissements de recherche publique, qui met l'accent sur les contrats, l'intérêt des contrats de recherche pour encadrer la recherche publique, notamment dans ses partenariats avec les industriels, qui met l'accent également sur la manière de transférer des droits de propriété intellectuelle issus de la recherche, des partenariats. La loi Walter, qui, elle, fixe les modalités de réutilisation des informations du secteur public et qui pose aussi un principe de gratuité qui va un petit peu à l'encontre des pratiques habituelles qu'on avait lancées en 1999 où on valorise, alors ça ne va pas du tout à l'encontre du fait de poser des brevets, mais ça va un petit peu à l'encontre même carrément du fait de monétiser certains résultats de la recherche. Et en 2016, alors là, c'est vraiment le tsunami réglementaire qui confirme la loi de Walter avec une loi qui pose le principe de circulation des savoirs dans un environnement numérique, qui pose le principe de l'ouverture des données publiques, code source compris, qui pose aussi les premières bases d'un service public de la donnée en identifiant des bases de données de référence, des données d'intérêt général. Si je vais trop vite, levez la main ou n'hésitez pas à m'interrompre, hein, c'est peut-être pas très simple de moi. Alors, cette inflation réglementaire, rien que pour la loi pour une république numérique, en général, une loi, soit elle a son autonomie, elle existe, soit pour faciliter, entre guillemets, son application, on la répartit, on la ventile dans des codes, ce qu'on appelle les codes. Donc la loi pour la République numérique, j'ai dénombré une trentaine de codes dans lesquels en fait certains aspects sont propres à certaines situations, sont intégrés dans des codes. Donc on va trouver des morceaux de la loi dans le code de la recherche, bien sûr, pour tout ce qui concerne l'open data, l'ouverture des données, et l'open access, donc tout le volet publication. Donc ça c'est le code de la recherche, le code de la propriété intellectuelle bien sûr, et le code des relations publiques et administration qui est vraiment le code de référence en fait entre l'usager, entre vous et moi, et l'administration, donc plutôt un rapport usager-administration. Alors pour la recherche biomédicale, vous avez en plus dans cet environnement la loi Jardé, qui est intégrée elle dans le code de la santé publique et qui concerne en fait la réforme donc, de la recherche biomédicale avec tout ce qui concerne la recherche impliquant
la personne humaine. Et ensuite, à très gros traits, bien sûr, le règlement général sur la protection des données, qui est un règlement européen qui a entraîné en France en 2018 la modification d'une très ancienne loi qui datait de 1978, qui s'appelait Informatique et Liberté, et qui a entraîné cette modification en juin 2018. Sachant que la thématique données personnelles qu'on verra tout à l'heure, elle irrigue vraiment toute la vie du citoyen en fait. Ça va de la vie en tant que consommateur, ça irrigue la partie, le travail de la recherche. Enfin, vraiment c'est très 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 général et on trouve un petit peu cette problématique des données personnelles un petit peu dans tous les secteurs. Ma troisième partie concerne la diffusion de ces données. Alors on a vu que petit à petit on a progressé vers un environnement législatif et réglementaire qui prend en compte le caractère numérique des échanges des informations, le caractère global, on dépasse les frontières, et le caractère ouvert de ces échanges. Donc tout d'abord un contexte de sciences ouvertes, et ensuite qu'est-ce que publier en sciences ouvertes? C'est l'open access. Je pense que vous avez déjà eu des formations sur ces questions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais en parler parce qu'en fait la problématique des données de la recherche se raccroche à la publication, puisqu'on associe aux publications les données, on peut associer les données de la recherche à la publication, qui est vraiment l'aboutissement du travail de recherche. Donc l'open access, c'est aussi un vecteur de la transmission de la donnée de la recherche. Alors la science ouverte, j'ai repris une définition du plan national pour la science ouverte, et j'ai repris un logo que j'ai trouvé intéressant, qui est en fait une petite infographie qui vient d'un programme européen qui s'appelle Foster+, et qui concerne en fait l'open science et qui est proposé en fait financé par l'Europe. Donc la science ouverte, c'est la diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche. Donc dans le rucher de l'open science, de la science ouverte, la première flèche, vous voyez que c'est l'open data, donc ça concerne les données, enfin, ça concerne plus les données dans leur ensemble, les données publiques, et donc un petit volet données de recherche, et l'open access qui associe, en fait via la publication, qui associe les données de la recherche. Vous verrez qu'aussi les questions d'open source, de sciences participatives, de cahiers de labo, enfin tout ça c'est en réflexion, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, un bref topo sur ce que c'est que publier dans la science ouverte. Donc la notion d'open access, comme vous le savez, c'est mettre à disposition du public l'information scientifique, et on parle plutôt d'écrits scientifiques, sur Internet, sans faire peser de restrictions d'accès, qu'elles soient financières ou techniques, sur le lecteur. C'est une modalité de publication qui ne remet pas en cause la maîtrise du choix de publier ses résultats, ni la revue par des pairs. Souvent, on a parfois le retour de personnes qui nous disent « Ah mais l'open access, je suis obligé de publier, je suis obligé de tout ouvrir ». En fait, vous restez maître, vous avez votre étude, votre projet de recherche. Normalement, dans votre projet, il y a une gouvernance, il y a un comité de pilotage, ou enfin, en tout cas, vous discutez avec votre partenaire de comment vous allez utiliser les résultats. Vous faites un fléchage, ce qui doit être breveté, ce qui doit être publié, ce qui doit être conservé sous secret. Et pour ce qui est de la publication, vous en gardez la maîtrise. Après, vous choisissez le canal. Donc, soit vous choisissez de passer par un éditeur, soit le canal classique, soit vous allez vers l'open access. Donc avec l'open access, en fait, c'est le modèle économique de l'accès aux publications qui évolue, et non pas les droits attachés à la qualité d'auteur ou d'éditeur. Généralement, donc, vous êtes auteur d'un papier, d'un écrit, vous gardez le droit moral, vous gardez le droit patrimonial, sauf lorsque vous allez voir un éditeur où le but du contrat d'édition, c'est de céder partiellement vos droits afin de lui permettre de reproduire votre écrit, de l'exploiter, de le vendre, etc. Donc la notion d'open access ne remet pas juridiquement, il n'y a pas forcément de remise en cause complète de l'équilibre. Par contre, économiquement, c'est une autre question. J'ai pris un extrait de l'article 533-4 du Code de la recherche, qui est vraiment fondamental pour les chercheurs. En fait, le Code de la recherche, c'est l'un des codes dans lesquels on a vu tout à l'heure que la loi pour la République numérique avait été
dans lequel la loi avait été intégrée. Et l'article L533-4 du Code de la recherche traite de l'ouverture des données et de la publication. Et en ce qui concerne le volet publication, dans le Code, il est bien écrit que l'éditeur d'un écrit scientifique ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche lorsqu'elles ont été rendues publiques dans le cadre de sa publication. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, je pense que vous avez déjà discuté avec des spécialistes, notamment IST, bibliothécaires ou autres, sur l'open access, la voie verte, la voie dorée. Il y a un site qui est intéressant. Enfin, je pense que maintenant tous les établissements de recherche ont des modules de formation ou des sites qui expliquent un petit peu, des infographies. Et sinon, vous avez comme site open access couperin.org avec des fiches assez accessibles. Alors en pré-bilan, on se dit un petit peu, je suis moi chercheur, je suis face à une inflation réglementaire. On m'a demandé de valoriser, voilà, c'est un petit peu le rocher de Sisyphe, tous ces efforts pour finalement me retrouver dans un nouveau modèle économique avec le RGPD, donc toute la réglementation sur les lois, les données personnelles, la loi Jardé qui est vraiment propre aux recherches biomédicales, LRN, c'est la loi pour la République numérique, et puis tout ça dans un contexte de sciences ouvertes. Qu'est-ce que je fais? Alors bien sûr, je n'ai pas toutes les réponses, je suis que juriste. Je pense que c'est un peu le cas à l'INRA. En fait, on travaille beaucoup on a une méthode interdisciplinaire de l'approche du sujet, tellement c'est global, c'est énorme. On a vraiment besoin d'une vue partagée sur le sujet. À mon petit niveau, je vais essayer de vous donner des conseils sur le terrain, en vous disant comment tout ça affecte mon travail au quotidien. Alors, j'ai essayé de schématiser très basiquement les 3 étapes d'une étude, d'un projet de recherche. Donc, le premier stade, c'est le montage du projet, avec, vous voyez, un volet administratif assez important. Donc, il y a la conception, c'est très bien. Puis, il y a l'administratif à côté, donc la recherche de financement, la mise en place du partenariat. Lorsque ce projet est fait en partenariat, vous négociez un contrat, vous vous mettez d'accord. Les ressources humaines, est-ce que vous alliez avoir besoin d'aide de TP en plus, de monde. Et puis toutes ces personnes, il faut les gérer, il faut les rémunérer. Et bien sûr, des autorisations imposées, des autorisations réglementaires. Donc ça, c'est au stade du montage du projet. Ensuite, au stade de la réalisation du projet, on retrouve les données parce que collecte, production, traitement, sélection, voilà, on est vraiment dans le travail de la recherche. On échange, souvent, vous avez sûrement entendu parler de MTA, Material Transfer Agreement, pour les échantillons, pour le matériel biologique, et les échanges de données, soit sous forme de licence. Enfin, c'est vrai que les échanges de données, c'est pas toujours très... on ne trouve pas forcément le contrat approprié, mais tout ça, normalement, c'est tracé. Les premiers résultats apparaissent, donc validation des résultats, et puis une série de rapports intermédiaires, finaux, pour conclure la recherche. À l'échéance du projet, on arrive à ce qu'on appelle la valorisation des résultats. La valorisation, c'est pas seulement économique, ça peut commencer tout simplement par une communication, donc une conférence auprès du public, auprès d'étudiants, d'un public plus ou moins initié. Ensuite, la publication en passant généralement par un éditeur ou pas, par une plateforme, si on choisit la voie verte Open Access. Et la valorisation vraiment monétisée, économique, c'est l'exploitation commerciale par soit l'industriel avec lequel vous avez travaillé, soit quelqu'un, si vous avez débouché sur votre travail a débouché sur la production d'un produit, vous avez déposé un brevet, vous avez bien travaillé sur la molécule, vous avez trouvé, vous avez abouti à la création d'un produit, vous déposez votre brevet et puis vous commencez à travailler avec vos services d'appui à négocier une licence d'exploitation. Entre autres, c'est vraiment un gros trait. Alors, comment ça se passe? Quelles bonnes pratiques on pourrait donner au montage du projet? Alors déjà, pour la partie scientifique, en conception, souvent on a une méthode qui est de se poser des questions. J'ai besoin d'identifier mes besoins en données. Quelle origine? Où est-ce que j'en aurai besoin? Où est-ce qu'elles seront hébergées? Est-ce qu'elles sont dans mon labo? Est-ce qu'elles sont ailleurs? Est-ce qu'elles sont... voilà. Quand? Au début de projet, enfin, au milieu ou... épisodiquement ou pas épisodiquement, comment, est-ce que c'est moi qui vais les traiter, est-ce que c'est mon partenaire, est-ce que, voilà, combien de données, est-ce que c'est une masse de données importante ou est-ce que j'ai ciblé un panel de personnes qui correspondent typiquement à la maladie rare sur laquelle je travaille, quelque chose comme ça, et pourquoi? Alors bien sûr, en général, c'est pour répondre à une question de recherche. Voilà, donc vraiment déjà bien identifié, je pense que si vous êtes impliqué dans des partenariats, vous avez l'habitude de ce travail un peu d'analyse
de cartographie un petit peu des besoins. Et l'outil, alors on a un site vraiment, les chercheurs ont utilisé un plan de gestion des données, dont vous avez dû déjà beaucoup entendre parler. Il y a beaucoup de travail au niveau des documentalistes, des bibliothécaires, de l'IST, de l'information scientifique et technique, relayé auprès en général des directions d'appui, donc Service Europe pour les grands projets européens. Voilà, il y a un essai de d'essaimage de cet outil qui est le plan de gestion des données, qui vous permet un petit peu de cartographier vos besoins. Et j'ai mis un deuxième outil qui n'en est pas vraiment un, ce sont les conditions du financeur. Souvent, voilà, on veut déposer des projets, on multiplie nos chances et on dépose auprès de plusieurs financeurs. Donc ça peut être l'ANR, ça peut être l'Europe, ça peut être d'autres guichets. Et tout simplement auprès d'un partenaire du secteur privé, d'un partenaire industriel. Et puis, en cours de recherche, voilà, quand il faut valoriser, on se rend compte que, les publications, il va falloir en discuter un petit peu beaucoup, pas juste une fois, il va falloir demander l'accord à l'industriel, et puis ça sera publié sous quelles conditions, et puis voilà, on peut avoir des surprises si on n'étudie pas vraiment, alors pas vous personnellement si vous êtes chercheur, mais au moins avec les services d'appui, les conditions des financeurs. Surtout que, par exemple, pour l'Europe, sur la partie H2020, c'est le cadre, en fait, les programmes cadres européens qui vont être remplacés d'ailleurs bientôt. Mais il y avait un engagement à s'engager justement dans l'open data, dans l'ouverture des données. Voilà. Et l'ANR, justement, vous avez peut-être entendu parler du plan S au niveau européen, où on va vraiment, plus que inciter les chercheurs à publier en open access. Et voilà, donc il faut vraiment être attentif, et les services d'appui sont là en général pour vous aider. Et puis il ne faut pas hésiter, on parle des langages différents, mais il ne faut pas hésiter à venir voir voilà, vos collègues, même si vous n'avez pas du tout ni les mêmes raisonnements, ni les mêmes contraintes. Voilà, on parle du temps recherche, on parle du temps de l'appui. En général, voilà, des petites frictions parfois, mais ça vaut vraiment le coup parce que tout se décide en amont du projet. Et si vous avez un partenaire dans le projet, c'est toujours mieux de lui dire les choses, de dire voilà, mes contraintes ou mes atouts, c'est ça. J'ai une carrière, j'ai la possibilité de publier très largement grâce à l'open access. Je vous en informe, voilà, comment on fait. Vaut mieux le savoir maintenant qu'après avoir des surprises. Alors ensuite, à la réalisation du projet, voilà, on obtient les premiers résultats. Et c'est la phase où, en général, la donnée de recherche elle commence à être sérieusement agrégée avec d'autres données. Elle n'est plus toute seule sur un serveur isolé du labo. Peut-être que votre partenariat a prévu la création d'une base de données, alors qui la finance, qui la crée, qui l'héberge, voilà toutes les questions. Et on quitte un petit peu le secteur de la donnée de la recherche pour arriver vers un résultat. Alors, dans ce cas-là, on se pose la question, le contrat définit-il propriété et utilisation de ce qui ressort de vos travaux. C'est quand même bien de le savoir. Donc l'outil, c'est bien sûr le contrat, qui à ce stade-là, on demande bien sûr pas aux chercheurs de connaître le contrat par cœur, mais le contrat, c'est un petit peu un mémo qui va vous rappeler, si vous demandez à votre juriste ou à votre chargé de valo, comment on utilise les données, dans quel délai, quand, avec quelles permissions, est-ce qu'il faut convoquer le comité de pilotage, ou des détails de ce genre-là. Le plan de gestion des données est toujours un outil précieux dans ce cas-là. Et au niveau de la valorisation des résultats, alors de la communication à l'exploitation commerciale, là le sujet c'est l'open science, donc on va dire qu'on publie en open access. Les données sont associées à la publication, et comme on a vu tout à l'heure, lorsque vous choisissez de publier en open access et que vous passez un auditeur open access compatible, le code de la recherche précise bien que, ok, vous êtes entendu pour passer par lui pour la publication, mais les données de la recherche, cet éditeur ne peut pas vous empêcher de les réutiliser. Les données de la recherche, dès lors qu'elles ont été... après, il y a des conditions, bien sûr, il faut un financement, il faut bien sûr voir la part de financement public dans l'obtention de ces données, mais elles ont quand même une vie, leur diffusion est favorisée en fait par l'open access. Alors l'outil, c'est le contrat, toujours le mémo, contrat de licence lorsqu'on veut exploiter commercialement, contrat d'édition lorsqu'on veut passer par un éditeur, et la plateforme pour l'open access. Alors les perspectives, j'en arrive à la fin de ma présentation. Les perspectives, alors en 2018, alors
en général, lorsqu'une loi sort, il y a un plan, il y a un rapport, on évalue un petit peu les effets de cette loi. Et un rapport des 2 ans a été prévu donc en 2018. Donc il faudra bien vérifier si je ne sais pas si dans la salle vous avez l'information, enfin moi j'ai pas d'information pour ce moment, mais en tout cas un rapport des 2 ans a été prévu sur comment on applique la loi pour la République numérique, vous savez, celle qui est intégrée dans 30 codes, répartis entre code de l'API, propriété intellectuelle, recherche, etc. Le Sénat a un travail de vérification que les dispositions concrètes de la loi sortent bien les unes après les autres. Donc si vous allez sur le site du Sénat, vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui sortent. Sur le plan européen, et c'est là que c'est aussi intéressant, le plan S fait beaucoup parler de lui. D'ailleurs, le 5 février, à Bruxelles, il y a une réunion d'information de la Commission européenne, si je ne me trompe pas, sur les contours du plan S, qui sont en fait une forme un peu plus approfondie de l'open access. Et on sait déjà qu'au niveau français, l'ANR adhère en fait à cette coalition du plan S. Ensuite, au niveau des données de la recherche, toujours sur le plan européen, il y a une directive dont j'ai parlé tout à l'heure qui avait inspiré, vous savez, la loi Walter, qui concerne la réutilisation des informations du secteur public. Comme je le disais en début de présentation, vous savez qu'il y a l'information publique brute, préfecture, mairie, etc. Puis il y a l'information publique qui peut très bien émaner d'un programme de recherche financé à plus de 50%, avec toutes les conditions, qui n'impliquent pas de propriété intellectuelle, etc. C'est une information publique. Est-ce qu'elle est susceptible de circuler librement comme les autres, sous un format ouvert, interopérable, etc. Donc cette directive au début qui concernait que les informations du secteur public au sens purement administratif, eh bien le projet est d'étendre son application aux données de la recherche. Et là il y a pas mal de discussions aussi. Donc voilà, c'est difficile d'apporter des réponses vraiment finalisées sur le plan juridique parce que depuis quelques années, le droit n'a jamais été aussi bousculé. Au niveau de la recherche, que peut vous apporter le fait d'ouvrir un petit peu, de diffuser? Ça apporte plus de transparence. Alors la transparence, c'est plutôt une injonction très portée politiquement, donc c'est un peu un mouvement qu'il va falloir suivre, sauf bien sûr exception, si vous êtes avec un partenaire privé, il y a de la propriété intellectuelle, ou il y a des données très sensibles, ou des données personnelles, enfin, il y a toute une strate d'exceptions qui font que vous ne pourrez pas honorer cette transparence. C'est de la visibilité aussi, à la fois pour votre établissement, pour vous. Est-ce qu'on va intégrer cet engagement pour la transparence dans les critères d'évaluation, dans les indicateurs, qui sont très axés publication? Est-ce que maintenant on va dire oui, publication mais ouverte, et puis oui, mais voilà, montrez-nous que vous ouvrez vos données, voilà. Donc l'évaluation. Le secteur industriel est assez, je pense, très informé de ce qui se passe. C'est aussi une possibilité d'opportunité pour eux d'avoir accès plus facilement. Bien sûr, il y a les réseaux chercheurs. Les chercheurs connaissent économiquement les lieux où leur recherche sera porteuse. Et inversement, les industries aussi savent très bien trouver le labo qui les intéressera, etc. Donc avoir des données ouvertes, des données accessibles, c'est une opportunité de contacter plus rapidement un chercheur. Et puis c'est une opportunité aussi pour lui tout simplement de développer sa propre veille scientifique. Alors tout ça, ça ne se fait pas tout simplement et tout seul surtout. Donc je répète ce qui a été dit en ouverture de ce séminaire, il y a vraiment un besoin, un d'accompagnement, formation des personnels scientifiques mais aussi d'appui. Il y a des plans de formation qui sont montés et puis de toute façon, même si on n'est pas... tout cet accompagnement est en cours de construction. En général, les services d'appui sont là pour vous aider, pour vous expliquer. Donc la transparence, c'est aussi quelque part travailler ensemble, essayer de gommer certaines différences et voilà, pour avancer un petit peu et coller un petit peu à ce nouveau système. Voilà, mais je vous remercie de votre attention, puis je vous souhaite une bonne route pour 2019. Oui, je voudrais
poser une question sur la publication des données sous forme d'articles dans publication et l'éventuelle réutilisation ensuite de nos données. Donc aujourd'hui, lorsqu'on publie des données via un éditeur, cet éditeur, en général, on lui cède nos droits et quelque part, on n'a plus le droit de réutiliser les données. Si aujourd'hui on publie sur un éditeur qui est en open access, j'ai cru comprendre qu'on avait eu la possibilité de réutiliser nos données, si j'ai bien compris, et ce qui fait que par exemple, dans le cas des brevets, est-ce que ça inverserait un petit peu ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on dépose un brevet et ensuite on publie. Probablement peut-être parce qu'on n'a pas le droit ensuite, une fois qu'on a publié, de réutiliser les données pour faire le brevet. Je ne sais pas trop, mais est-ce que par exemple, le fait de publier dans un open access permettrait de publier et ensuite éventuellement de transformer ces données sous forme de brevet? Je vous remercie pour votre question. Effectivement, il y a la question de la coordination du droit de la propriété intellectuelle avec l'ouverture des publications. A priori, en fait, l'open access n'est pas incompatible. En fait, comment dire, lorsque vous faites le choix de publier, c'est que vous avez décidé normalement de ne pas breveter ou autre chose. La procédure de publication dans un brevet, c'est vraiment... c'est autre chose, c'est publier pour rendre opposable votre découverte, votre invention. C'est quelque part, c'est une publication procédurale, c'est de la procédure, quoi. C'est de la procédure pays, propriété intellectuelle. L'open access, c'est, vous avez fait le choix de publier, pas forcément breveter. Après, dans la réalité, voilà, c'est un petit peu, c'est une question aussi de voir comment ces écrits pourront être exploités ensuite pour générer d'autres possibilités de déposer des brevets. Mais normalement, c'est... Mais ce qu'on voit, en tout cas dans les disciplines biomédicales, c'est qu'on a besoin de publier, parce qu'on est des chercheurs, donc il faut qu'on publie, et en même temps, il y a une valorisation sur la forme de propriété intellectuelle, donc de brevets. Absolument. Donc il y a toujours une discussion, savoir la publication est en attente, parce qu'on est en attente du brevet, donc je voulais juste savoir si le fait de publier dans un open access permettait de se dédouaner de cette histoire de... Oui, de sécurité, de... Voilà. Après, évidemment, si on publie, la publication donne accès à l'information qui peut être utilisée par quelqu'un d'autre pour breveter, mais bon, c'est juste dans une histoire de chronologie et de droit. Oui, alors normal. Pour moi, l'open access, c'est une modalité de publication, c'est rien d'autre. Et c'est vrai qu'on a la confusion parfois de se dire, ok, c'est bon, j'avais convenu avec mon partenaire finalement qu'on allait avoir un embargo, donc on ne va pas publier avant 1 an ou 6 mois ou je ne sais quelle date et je vais pouvoir publier parce qu'il y a l'open access. Mais l'open access, c'est vraiment la modalité de publication, c'est rien d'autre. C'est vous qui fléchez en copie avec la gouvernance de votre projet. Voilà. Ça reste une divulgation, ça reste une divulgation, j'imagine. Absolument, oui, voilà. Sans opposable, en tout cas, les ans après, un brevet. Voilà, oui, ça reste une divulgation, mais elle n'est pas là pour appuyer un brevet ou pour se dédouaner de... alors, je parle de l'open access, hein. Elle est pas là on n'est pas là pour se dire bon, j'ai publié, puis en même temps je pose mon brevet. Non, c'est 2 canaux différents. Voilà. D'autres questions? Bonjour. Petite question sur l'articulation des Creative Commons et du droit d'auteur, parce que les Creative Commons, c'est un des outils principaux de la science ouverte et de l'accès ouvert. Et voilà, est-ce que comment ça fonctionne avec le droit français? Est-ce que les licences priment sur le droit français? Est-ce que vous savez s'il existe une jurisprudence ou... Voilà. Alors, la question, c'était Creative Commons par rapport au droit français. Au droit français. Alors, comment attaquer le sujet? En fait, lorsque le point d'entrée, en fait, c'est déjà, est-ce que vous pouvez, comment dire, la diffusion ouverte, en fait, normalement, elle passe par des canaux qui sont inspirés par Creative Commons, qui sont les licences, on appelle ça libre, ouvert, selon
le vocable utilisé. Et pour tout ce qui concerne, en France en tout cas, l'ouverture, que ce soit des données, des codes sources, etc., on passe par des licences qui sont produites par le gouvernement, enfin par la DINSIC, par Etalab, qui sont des modèles de licence, alors qui sont facultatifs. Voilà, mais la licence, bien sûr, elle concerne la réutilisation, elle ne remet pas en cause votre droit. Le droit d'auteur, en fait, vous savez qu'il est composé de deux volets. Il y a le volet moral et patrimonial. Et la licence, c'est pas parce que vous cédez quelque part, vous ne cédez que l'utilisation, vous ne cédez pas votre droit, vous cédez la possibilité à un tiers, à quelqu'un que vous avez choisi, de diffuser à vos conditions. Voilà. Là, Creative Commons ou Etalab, en fait, c'est juste que vous, auteur, vous êtes d'accord pour que votre écrit, ce que vous avez créé, votre œuvre, circule dans des conditions qui sont l'ouverture, la réutilisation libre. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est le point d'attaque, d'approche que j'aurais en tout cas en tant que juriste. Oui, notamment parce que le plan S, comme vous le savez sans doute, préconise la licence CC BY, la plus ouverte possible. Et dans ce cas-là, ma question c'était un peu avec les contrats de cession de droit, comment ça s'articule, parce qu'à partir du moment où on met une licence CC BY, on autorise toutes les réutilisations possibles, donc il n'y a plus de possibilité de cession de oui, c'est un peu tout ce qui va se discuter là. Ça va vraiment bouleverser pas mal de systèmes, en fait, des choses qui étaient bien établies, et on va prendre position finalement sur des modèles qui sont pas du tout, qui étaient pas marginaux, mais pas forcément les plus développés. Et voilà, c'est vrai que les parties prenantes ça promet de longues discussions entre les parties prenantes, ce plan S. Vous pourriez préciser justement le plan S, qu'est-ce que c'est, quel objectif, Alors le plan S, c'est très rapide, je vous parle le truc rapidement. C'est en fait, au niveau européen, c'est accentuer, c'est appuyer fortement le système d'open access. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une incitation à travers les programmes de recherche financés par l'Union européenne. Et maintenant, on passe à un niveau supérieur, c'est-à-dire que dans tous les, si je ne me trompe pas, au niveau européen, dans tous les États, en fait, on va vraiment banaliser, je trouve pas le mot, mais faire de ça le droit commun, en fait. Et chaque État membre, je sais qu'en tout cas, l'ANR, l'Agence nationale de la recherche au niveau français, a dit que oui, elle aussi, pour les programmes qu'elle allait financer, allait demander l'open access. Donc moi, c'est les infos que j'ai pour le moment. Il y a une réunion d'information dans quelques semaines à la commission où vraiment il y aura un débat et des informations. Et si vous le souhaitez, je peux vous envoyer des informations un petit peu synthétiques. Mais voilà, c'est pour ça l'open access. J'ai quand même une question par rapport à ça. Qu'en est-il de nos charmants amis et camarades, mais néanmoins éditeurs américains? Oui. Le but de tous ces initiatives, c'est un petit peu aussi de raccrocher le wagon. Il y avait une info il n'y a pas très longtemps que j'ai vu passer, je pourrais vous transmettre aussi, sur la Chine qui se positionne bien sur l'open access. Voilà, il y a un petit peu une course. Oui. Un vrai problème, un vrai sujet. Oui, absolument. Donc c'est pas une question, une petite précision sur le plan S, parce que du coup ce n'est pas... c'est pas une loi, c'est pas une directive non plus, c'est une coalition, comme vous l'avez dit, de bailleurs de fonds au départ au niveau européen qui se sont mis d'accord sur un certain nombre de procédures qu'ils allaient appliquer au projet qu'ils financent. Donc comme vous l'avez dit, l'ANR pour la France et une douzaine d'autres pays européens l'ont adopté dans un premier temps. Et donc le plan S se définit en 10 points assez techniques, assez complexes. Il faudrait une communication en fait, je pense, pour les aborder. Mais ça dépasse le cadre européen, puisque comme vous l'avez dit, la Chine vient de rejoindre le plan S. Et aux États-Unis, la Bill Gates Foundation, et au Royaume-Uni, je pense qu'il y a aussi un bailleur de fonds qui l'a rejoint. Donc c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur et qui concerne l'accès ouvert et les données aussi. Juste pour préciser, dans le cadre du plan S, et notamment avec l'ANR qui quand même porte le plan S pour l'essentiel en France,
Alors, on ne connaît pas encore le périmètre, notamment sur la question des DMP. Donc, l'ANR souhaite imposer, c'est pas encore, on a très peu d'informations sur le sujet, mais y compris dans le cadre des financements ANR, imposer la DMP. En fait. Donc, exactement, donc ça va devenir quasiment une obligation d'avoir, en effet, dans le cadre du processus de recherche, un DMP, avec des financements ANR. D'autres questions? Donc on va enchaîner avec Mme Le Saunier.